Bonjour, alors aujourd'hui ce que je vous propose c'est de parler de stratégie PEA pour l'année 2023. J'avais fait une vidéo l'an dernier à peu près à la même époque sur la stratégie PEA 2022 où j'expliquais un petit peu quels étaient mes objectifs, les différentes stratégies que j'allais appliquer pour atteindre ces objectifs, également les moyens et les actions pour réaliser ces stratégies et puis enfin les outils de suivi. Alors, cette vidéo, en fait, est dans la continuité de cette première vidéo, avec néanmoins un petit update, notamment lié à l'expérience que j'ai pu acquérir sur le PEA sur l'année 2022. Voilà, je vous propose de démarrer. Alors, tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2023, sans doute meilleure que l'année 2022, en tout cas c'est ce qu'on peut espérer. Je souhaite également remercier mes un peu plus de 2100 abonnés qui me font confiance et qui regardent ma chaîne de manière régulière. Et puis si vous n'êtes pas abonné, c'est pas un problème. Si vous regardez mes vidéos et vous trouvez les sujets assez intéressants, voilà, je vous remercie également. Il n'y a pas de souci. Alors, donc avertissement classique, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage, vous restez responsable de vos investissements. Alors un petit rappel sur mes objectifs personnels, sur le PEA, PEA également PEA PME, puisque j'ai ouvert un PEA PME récemment, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Alors, tout d'abord, je pense que c'est quand même très important lorsqu'on investit en bourse de se déterminer ses objectifs. Alors, les objectifs peuvent varier bien sûr en fonction de son âge, en fonction de ce qu'on souhaite faire au niveau de ses investissements. Donc ça peut être voilà, relativement ouvert en termes d'objectifs, mais je pense que c'est important au moins de matérialiser sur un papier pourquoi vous faites de la bourse, qu'est-ce que vous en attendez en fait de la bourse. Alors vous pouvez dire, je veux gagner de l'argent, ok, très bien, combien, c'est quoi l'objectif? Bon, ça peut être par exemple 5% de progression, 10%, 20%, et en fonction des objectifs, eh bien vous allez mettre en place des stratégies. C'est-à-dire les stratégies, c'est que faut-il faire pour obtenir mes objectifs? Donc on peut avoir une stratégie, on peut en avoir plusieurs. Voilà, donc ça c'est aussi important de le mettre sur papier et ensuite d'appliquer une stratégie. Donc c'est un petit peu comme dans une approche militaire, j'ai des objectifs, je décline ma stratégie, et puis cette stratégie va être déclinée en moyens ou actions à mettre en œuvre pour réaliser les stratégies en vue d'atteindre les objectifs. Et puis ce qui est important, c'est tout au long de l'année de mettre en place des outils de suivi justement pour voir est-ce que les actions ou les moyens que vous avez mis en œuvre permettent de réaliser vos objectifs. Éventuellement, vous allez corriger soit en modifiant vos stratégies, soit éventuellement en ajoutant de nouvelles stratégies ou de nouveaux moyens ou actions à mettre en œuvre. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas attendre la fin de la période pour se dire j'ai atteint ou pas mes objectifs, mais essayer de se corriger au fur et à mesure, essayer de s'améliorer. Donc vous allez voir dans cette vidéo que par rapport à ma stratégie 2022, sur les grandes lignes, on a la même chose, mais dans les détails, je vais vraiment affiner, puisque cette expérience d'une année m'a amené à différentes réflexions et notamment à modifier légèrement en fait alors, pas forcément les stratégies, mais surtout les moyens et actions que je vais mettre en œuvre pour la réalisation de mes objectifs. Alors, un récapitulatif de mon objectif personnel sur le PEA PME. Donc, ça change pas, c'est un revenu complémentaire à la retraite. Mon horizon, c'est 15 ans. Donc, j'ai 52 ans, plus 15, ça fait 67, donc ça colle à peu près au moment où je vais être professionnellement à la retraite. Voilà, donc on est sur un horizon, on va dire, correct. Bon, idéalement, vous savez, l'investissement en bourse avec la notion d'intérêt composé, idéalement, c'est de commencer le plus jeune possible.
C'est sûr, si vous commencez à investir à 25 ans et que vous avez un horizon non pas de 15 ans mais de 25 ans, avec les effets cumulatifs des intérêts composés, vous pourrez ainsi arriver sur des sommes qui peuvent être plus que correctes. Alors, moi, mon horizon, c'est 15 ans. Pour essayer d'être le plus précis possible, je suis parti du montant initial, donc c'est la valorisation de mon portefeuille au 31 décembre 2021. Donc, je vais vraiment regarder mon top départ, c'est le 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre donc 2037. Mon objectif, 8% de rendement. La contribution mensuelle, 600 € par mois. Alors très certainement que dans 5 ans, peut-être moins, je vais verser un peu plus de 600 € par mois, mais globalement, on va dire je pars de ces hypothèses. Pour les rendements 8%, bon, on le verra, ça s'affiche à l'écran. Globalement, mon objectif à terme, 4% de rendement sur les actions et 4% de progression du portefeuille. Alors, soit ce qui correspond à des plus-values réalisées lors de sessions, soit une croissance, on va dire, une plus-value latente, hein, ou une croissance globalement historique du cours de mes actions. Donc ça veut dire qu'il faut que je sélectionne des actions de croissance. Pour 4% et pour 4% des actions qui vont me donner des dividendes. Alors bien sûr, il y a des actions, c'est un peu un mix des deux, hein. Ils peuvent tout à fait proposer de la croissance et un petit peu de rendement. Alors tout ça, ça va donner quoi? Ça va donner ce magnifique graphique. Donc on voit, alors on voit peut-être pas forcément bien parce qu'il n'y a que 15 années, mais on voit quand même qu'il y a une accélération. On n'est pas sur une droite linéaire, on est principe des intérêts composés, hein, puisque le rendement, en fait, les 8% s'ajoutent donc à la fin de chacune des années. Donc en fait, c'est la valeur de départ multipliée par 1 plus donc 8% à la puissance, le nombre d'années, à la puissance 15. Ce qui va nous donner au final, au bout des 15 ans, si j'arrive à suivre cette pente, une somme globale de 411 454 € et 15 centimes, 411 454 € pour un montant investi de 171 149 €. Donc c'est possible, hein, puisque le cumul PEA plus PEA-PME m'autorise à aller jusqu'à 225 000 € de versement, d'investissement. Donc ne pas confondre le montant des investissements et le montant total du PEA. Mon hypothèse, donc je l'ai dit, 4% de dividende, 4% de plus-value. Si on regarde maintenant côté chiffres, qu'est-ce que ça donne? Donc horizon 2022-2036. Donc c'est 411 454. Ce que je souhaite faire, c'est lorsque j'aurai 67 ans, c'est-à-dire à l'issue de la 15e année, c'est de dire je vais toucher uniquement 4% de ces 411 000, ce qui va générer donc 1371 € par mois. Ça, je vais les encaisser pour vivre. Et puis, je vais garder les 4% de croissance du portefeuille pour continuer à faire croître en fait le montant. 4%, c'est en moyenne, alors c'est une moyenne, hein, même si cette année c'est pas le cas, mais globalement, c'est pour contrer l'inflation, c'est-à-dire conserver mon pouvoir d'achat en fait sur les années suivantes de ces 1371 qui vont être valorisés en fait au moins de 4% par an. Alors ce qui donne en termes de tableau, voilà les montants en fait sur les prochaines années. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est que normalement, théoriquement en 2024, je devrais passer les 104 000, les 100 000 € en 2024. Ensuite, les 200 000 € devraient être atteintes autour des années 2029-2030, plutôt 2029. Et ensuite, donc ça c'est les 200 000, les 300 000 € en 2033 et les 400 000 € en 2036. Donc on peut voir quand même qu'il y a une accélération qui va se faire notamment à partir de l'année 2030 où je vais commencer à dépasser les 200 000
plutôt que d'attendre donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans pour doubler mon capital, c'est-à-dire même d'augmenter de 100 000 mon capital entre 2024 et 2030. Là, il ne me faudra que 3 ans en fait entre 2030 et 2033 pour passer de 200 000 à 300 000. Et ensuite de 300 000 à 400 000 également, à nouveau 3 ans. Donc les dernières années sont importantes puisque c'est à ce moment-là en fait que l'effet cumulé produit vraiment ses effets. Alors si on regarde la première année, hein, qui est ma première année complète en termes d'investissement et de suivi d'investissement, donc le montant théorique que j'aurais dû avoir à la fin de l'année 2022, c'est 75 976 et j'ai réalisé 71 873, soit 4 103 euros d'écart en retard. Alors effectivement, les 8% de rendement, si on compare notamment par rapport à quelque chose auquel on peut se comparer facilement, qui est le CAC 40, qui a fait moins 9,5, ça veut dire que naturellement, j'aurais dû faire, par rapport au CAC 40, une performance quand même assez forte, hein, de 17%. Bon, j'ai pas réussi à faire cette performance, mais j'espère me rattraper sur les années suivantes. Donc là, si on regarde par exemple l'année 2023, en théorie, je devrais être ici à la fin de cette année à 89 831. Donc j'ai quand même un gros gap, hein, à faire entre mon point de départ qui est 71 000 et mon point d'arrivée 89 000. Donc il va falloir que je sois très très bon en fait sur l'année 2023. Alors ça va être sans doute conditionné aussi globalement aux performances de l'indice CAC 40. S'il reprend 10% cette année, je pense que ça peut être tout à fait possible à la fin 2023 que je sois à 89 831, sachant que j'ai un apport de 600 euros par mois, ce qui correspond globalement sur une année à 7200. Donc si je dois faire 17 000 euros, j'ai déjà 7 000 de fait par l'apport, donc il ne reste plus en théorie que 10 000 euros à faire, ce qui correspond quand même sur 71 000 à 15% de progression. Bon. C'est pas impossible, c'est un peu un challenge, mais c'est pas impossible. Alors si on regarde en détail la performance de cette première année, donc ce qu'on peut voir, c'est bon, bien sûr les apports 7200 euros, donc qui ont contribué fortement à cette performance de 13,80%. Ensuite les dividendes, donc qui ont contribué donc à hauteur de 3,33% du portefeuille, ce qui est en dessous de mes objectifs, mais bon, c'est compréhensible puisque forcément, on n'a pas encore, puisque c'est des dividendes qui vont être réinvestis, donc dans les premières années, en fait, j'ai pas encore l'effet cumulé au niveau des dividendes. Donc ça me paraît naturel que sur les 4-5 premières années, je sois en dessous des 4%. Je pense que sur le reste des autres années, je serai sans doute au-dessus des 4%. Mais ça, on pourra le vérifier au fur et à mesure. Par contre, les contributions des 7200 euros sont assez significatifs dans les 10% de performance, hein, puisque le montant initial est relativement faible. Donc on est ici, je suis à plus de 10% d'apport au travers voilà, de mes apports de 600 euros. Et puis j'ai une moins-value latente nette de 584 euros qui correspond aux pertes que j'ai fait en soldant des lignes principalement, et puis éventuellement quelques moins-values latentes sur des actions. Alors, on verra, je vais en tirer en fait, j'en ai tiré une conclusion, hein, sur ces moins-values latentes. C'est quelque chose qu'il ne faut pas que je répète sur les années suivantes si je veux atteindre mes objectifs. Donc on va voir quelle stratégie je vais mettre en place pour minimiser en fait cette notion de moins-value latente nette. Bon, toujours est-il que la performance de la première année est 13,81%, incluant les apports, les dividendes et la plus-value latente. Donc en dessous des objectifs, mais néanmoins, c'est pas trop en dessous des objectifs. C'est correct, on va dire.
Alors maintenant, on va parler de la stratégie. Donc on a vu les objectifs, hein, c'est les objectifs à 15 ans. On va décliner les objectifs en stratégie. Alors là, j'ai déterminé 3 stratégies. La première stratégie, c'est assurer un minimum de 4% de rendement via les dividendes. Alors, comment je vais le faire? C'est simple, sélectionner des actions à dividendes le plus sécurisées possible. Donc il faut que j'assure 4%. Donc je vais rechercher des actions qui ont un rendement de 4%, autour de 4%, un peu plus, un peu moins, mais autour de 4%, pour essayer de réaliser mes 4% de dividendes. Ma deuxième stratégie, c'est réaliser les 4% de plus-value annuelle sur la plus-value latente, donc sur mon PEA et mon PEA-PME. Donc ça va inclure 2 choses. La première, c'est de sélectionner des valeurs de croissance les plus prédictibles possibles et dont le taux de croissance annuel est au moins égal et supérieur à 4%. Donc il va falloir être sélectif sur des valeurs de croissance et des valeurs de croissance qui sont le plus régulier possible. On va voir comment on va pouvoir l'atteindre, mais je pense que vous pouvez avoir une petite idée. Ensuite, le deuxième point, c'est de faire du trading, court ou moyen terme. Donc c'est quoi le trading court ou moyen terme? C'est acheter des actions et puis pas forcément attendre que l'action, on va dire, augmente dans le temps sur le long terme, mais peut-être sur un court moyen terme, essayer de faire des plus ou moins values, notamment sur des actions qui fluctuent pas mal dans le temps. Donc là, on va voir, c'est une approche qui est complémentaire à l'approche des valeurs de croissance. Alors, si pour l'instant ça vous parle pas trop, vous verrez, je vais prendre quelques exemples, ce sera beaucoup plus clair. Et ensuite, investir dans des ETF basés sur le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq 100. Alors vous allez me dire, mais c'est des indices américains, tu peux pas mettre des indices américains dans un PEA. C'est pas tout à fait vrai puisque on a des ETF SP500 et Nasdaq 100 qui sont éligibles au PEA. Alors, pour faire simple, c'est ce qu'on appelle des ETF à réplication synthétique, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre les 500 valeurs du Standard & Poor's qui sont des actions américaines, eh bien l'ingénierie financière de l'ETF est capable de répliquer les mêmes performances en fait que l'indice Standard & Poor's 500, mais en ayant un panier en fait d'actions éligibles au PEA. Donc, ce sont globalement des actions européennes. Ce sera la même chose pour l'ETF Nasdaq 100. Donc ma stratégie S2, vous pouvez voir qu'il y a moyen action, il y en a 3. Et puis une troisième stratégie, alors ça c'est vraiment issu de mon expérience de l'année 2022. J'ai pas été bon en fait sur les plus ou moins values latentes, donc soit au niveau des actions qui étaient présentes dans mon portefeuille en 2022, soit sur le solde des lignes qui étaient en perte. Donc j'ai subi des pertes qui étaient supérieures en fait, qui étaient sur des montants quand même assez élevés. Donc c'est pour ça que j'ai décidé, mais ça je l'ai expliqué dans la vidéo sur le money management, j'ai décidé que je ne devais pas subir plus de 1% de perte sur la valorisation de mon portefeuille pour chacune des lignes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon portefeuille vaut autour de 70 000 euros. Donc n'importe quelle action de mon portefeuille ne doit pas perdre plus de 700 euros. Donc si je suis sur une ligne à une perte supérieure à 700 euros, je solde la ligne. Donc c'est une règle que je vais appliquer le cas échéant en 2023. L'idée c'est vraiment de réduire ces pertes pour essayer derrière avec la stratégie S2, d'essayer d'atteindre ces 4% de plus-value. Alors, on va regarder en détail la stratégie S1, donc assurer un minimum de 4% de rendement via les dividendes, en sélectionnant des actions en dividendes le plus sécurisées possible. Donc là, j'ai identifié 9 actions dans mon PEA.
donc, que je possède, et dont le rendement sur PRU est supérieur à 5%. Je dis bien sur PRU, c'est-à-dire sur le prix de revient de mes actions. Donc typiquement, des actions comme Total Energy, Ruby, Orange, ils ont des rendements très largement supérieurs à 5 sur le PRU. Après, des actions comme GTT, bon, on est autour des 4-5%. Mais en tout cas, pour moi, ça correspond à des actions qu'on peut garder en fonds de portefeuille et qui vont générer des dividendes sur les différentes années de manière plus ou moins sécurisée. Alors maintenant, on va passer un peu plus de temps sur la deuxième stratégie, c'est réaliser plus de 4% de plus-value annuelle sur le portefeuille PEA et PEA-PME en sélectionnant des valeurs de croissance les plus prédictibles possibles. Alors qui dit prédictible dit statistique. Alors qui dit statistique dit historique. Donc j'ai réalisé en fait des droites de régression sur l'historique de pas mal d'actions et j'ai sélectionné en fait des actions dont le cours réel, qui représente ici en orange, colle de manière vraiment très très forte à un cours théorique qui correspond à une droite de régression soit linéaire, soit logarithmique. Alors, cet indice, en fait, pour savoir si c'est proche ou pas en fait de sa droite linéaire, on appelle ça un coefficient de corrélation. Donc plus on est proche de 1 et plus les courbes sont assimilables. Donc ça, pour moi, c'est vraiment intéressant parce que ça veut dire que statistiquement, on peut prévoir en fait l'évolution du cours d'une action à partir d'un coefficient de corrélation très fort. Alors ça ne veut pas dire que ça va toujours se vérifier, mais en tout cas, si on regarde les données du passé, on a de fortes chances quand même que dans l'avenir, un coefficient de corrélation qui est bon sur les 20 dernières années risque d'être relativement bon sur les années suivantes. Bon, c'est pas vrai à 100%, hein, sinon on achèterait uniquement les 6 premières lignes et puis c'est tout. Donc j'ai mis en vert ici, en vert foncé, les coefficients de corrélation au-dessus de 0,90. Donc on va retrouver par exemple Air Liquide, Essilor, Vinci, Airbus, Legrand. Et ensuite entre 0,80 et 0,90, on va trouver d'autres actions de qualité, L'Oréal, Eurofins, Dassault, Michelin, Capgemini, LVMH, Kering, Hermès, Thales, Interparfums, Téléperformance. Alors c'est pas une liste exhaustive, mais en tout cas c'est une liste d'actions que j'ai identifiées et sélectionnées. En bleu, ce sont les actions que je ne possède pas encore. La troisième colonne, c'est le delta entre le cours au moment où je tourne la vidéo et la valeur théorique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est dans une valeur négative, ça veut dire qu'on est en dessous du cours théorique. Donc c'est par exemple ici la valeur orange en dessous du cours théorique, tout à droite. Et puis lorsque vous voyez la courbe orange au-dessus du cours théorique, bah, c'est des actions par exemple comme LVMH, comme Thales ou Interparfums. Interparfums, si je devais faire la représentation graphique, je pense que je serais à au moins un écart type. Donc ce qui est représenté ici en pointillé, c'est la notion d'écart type. Généralement, la distribution, par exemple, bon là j'ai pris un cas extrême, je crois que c'est la société Air Liquide, on voit que la distribution du cours d'Air Liquide, eh bien, sur les 20 dernières années, on est à 100% en fait, sur deux écarts types. Donc moins 1 et plus 1. C'est-à-dire 100% des actions sont distribuées ici, dans ces deux écarts types. Enfin, dans ce moins 1 et plus 1. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Ça veut dire que on a quand même ici des actions avec un coefficient de corrélation assez fort, c'est que les données sont quand même relativement corrélées. Donc il y a forte chance, par exemple, si j'achète du Legrand au cours actuel qui est en dessous du cours théorique de 5%, il y a de fortes chances en fait que je ne perde pas trop dans le temps et donc si la croissance, je ne sais pas, du cours de l'action Legrand est de l'ordre de 5 ou 8% par an, il y a de fortes chances en fait que dans les années à venir, je vais garantir en fait cette croissance. Alors tout ça c'est de la statistique.
Ça ne veut pas dire que ça s'est passé comme ça sur les 20 dernières années, que ça se passera forcément comme ça sur les 20 prochaines années. Mais en tout cas, c'est un indicateur intéressant. Alors, deuxième pilier de ma stratégie S2, c'est faire du trading court moyen terme sur des valeurs un peu plus spéculatives et surtout basées sur une volatilité importante des actions. Dans le cas précédent, on voit que généralement la volatilité est faible en fait. Alors, quand je parle de volatilité, c'est la différence entre la droite de régression, la droite en rouge, et la valeur du cours, c'est-à-dire la valeur représentée en fait par la courbe en fait en orange. Hein, c'est le delta en fait. Et ça, c'est intéressant d'exploiter. Donc j'ai une liste ici d'actions non exhaustives qui ont un comportement similaire à ce que vous pouvez voir sur le graphe. Alors, on peut regarder par exemple sur un horizon de 20 ans. Si j'achète l'action lorsqu'elle est à moins 1 écart type, hein, c'est-à-dire c'est la ligne de pointillé que vous voyez ici, en combien de temps je vais retrouver la valeur théorique? Ben, par exemple, si je regarde le point numéro 1, donc on est à peu près en 2003, je vais retrouver le cours théorique, eh bien, je vais le retrouver 1, 2, 3 ans et demi après. Si j'achète au niveau du point 2, ben là, c'est en moins d'un an que je vais retrouver le point théorique. Donc cette notion de délai, c'est intéressant, parce que ça veut dire que lorsque vous allez investir sur une action qui est dans moins 1 sigma, par exemple, vous avez une idée en fait du temps qu'il faut attendre pour retrouver en fait sa valeur théorique. Et là, les écarts peuvent être relativement importants, hein. Ça peut être du moins 10, moins 20, moins 30%. Donc par exemple, si c'est moins 30% et qu'il faut attendre ici en moyenne 2 ans pour retrouver la valeur théorique, bah, ça veut dire globalement, si j'achète mon action là ici au point 3, en moyenne, je vais avoir un rendement de 15% par an. Alors, c'est pas forcément linéaire, on l'a vu entre le point et le point 2, vous voyez, ça a monté, ça a redescendu, ça a monté. Alors, est-ce qu'il faut vendre lorsqu'on atteint le point théorique? Pas forcément. On peut par exemple alléger en espérant, par exemple, retrouver cette fois-ci plus un écart type, et là, les différences entre le point 2 et le point plus haut, qui est le 2 écart type, vous pouvez avoir des progressions de l'ordre de 100 ou 200%. Donc on peut avoir une progression de 200% en 3 ans, même un peu moins, en 2 ans et demi. Alors, c'est toujours difficile d'évaluer ou d'identifier des points, on va dire, les plus bas possibles, mais même encore que j'ai pas acheté tout à fait en bas, mais à 5% au-dessus, bah, j'ai quand même une belle marge de progression. Donc voilà l'idée sur laquelle je vais travailler sur l'année 2023. Identifier des valeurs qui sont en bas de cycle et cette fois-ci avoir suffisamment de temps. Donc il faut aussi des valeurs qui aient un track record, mais attendre suffisamment de temps pour au moins retrouver la droite théorique. Une déclinaison de cette stratégie, cette fois-ci c'est beaucoup plus court terme. On prend un exemple ici. Si on identifie un canal par exemple haussier, on peut voir que l'action a des oscillations. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'essayer d'acheter dans des zones basses? Vous voyez, c'est arrivé 2 fois en fait, en juillet et puis on va dire mi-octobre. On a connu des cours relativement bas et on a connu des cours relativement hauts dans ce canal haussier, bien un petit peu avant le début du mois de septembre, et également vers le mois de décembre. Donc là, sur un laps de temps de 49 jours, l'action a connu une hausse de 35%. C'est toujours pareil, si on n'est pas dans l'absolu, c'est-à-dire que si j'avais acheté peut-être un petit peu avant ou un petit peu après, et vendu un petit peu avant ou un petit peu après, bon, ok, j'ai pas fait 35% de plus-value, mais on peut quand même aisément faire 10, 15, 20% de plus-value, c'est jouable quand même. Surtout si on a identifié un canal haussier, ici moyen terme, avec une oscillation quand même
qui nous fait penser quand même à quelque chose, à un pattern quand même qui se reproduit. Donc voilà, je vais également travailler sur ces notions-là, cette fois-ci sur un court terme. Donc on n'est pas à un horizon de plusieurs années, là on est sur plusieurs, on va dire plusieurs journées ou plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et si on cumule par exemple ici une première plus-value 10% et ensuite une deuxième plus-value 10%, bah là on est quand même sur 20% sur un titre en l'espace de 4 mois. Donc ça peut être quand même assez intéressant. Un troisième point en fait sur ma stratégie, ma deuxième stratégie, c'est introduire dans le PEA du SP500 et du Nasdaq 100. Donc il y a des ETF qui existent, qui répliquent en fait le comportement du SP500 et du Nasdaq 100 dans le cadre d'un ETF. Là j'ai mis à titre indicatif la performance. Ce qui est intéressant de regarder, c'est le long terme 10 ans, plus 169%. Donc là, on peut, notamment si on achète donc l'indice, alors à gauche ici c'est le SP500, à droite c'est le Nasdaq, on voit que le SP500 est à peu près sur sa droite de corrélation, le Nasdaq il est passé en dessous de sa valeur théorique, donc quand on regarde les progressions sur 10 ans, ben, acheter par exemple du Nasdaq en ce moment, alors on n'est peut-être pas sur un point le plus bas, mais en tout cas on est quand même sur un point favorable statistiquement, même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Voilà, donc mon objectif cette année en 2023, j'ai commencé à le faire, eh bien c'est d'investir sur les ETF SP500 et Nasdaq, notamment en profitant des cours qui seraient en dessous en fait des valeurs théoriques. Alors, la question c'est toujours à quel moment on achète, parce qu'on peut se retrouver à acheter par exemple à ce moment-là, et là on risque d'attendre quelques années avant de retrouver en fait, soit de retrouver son cours, ou de retrouver, par exemple si j'ai acheté ici, je peux attendre 4 ans, 5 ans avant de retrouver mon cours, et une 6e année avant de retrouver la valeur théorique. Donc il va falloir être très très patient. Mais en tout cas, ces graphiques peuvent nous aider quand même à se dire, allez, patience, c'est peut-être une question de mois ou une question d'année pour retrouver au moins la tendance ou la croissance qui est très forte sur ces indices, SP500 et Nasdaq 100. Voilà, donc on a vu les 3 stratégies. Maintenant, les outils de suivi. Alors les outils de suivi, j'ai fait pas mal de vidéos en fait sur comment créer des tableaux, des graphiques pour faire le suivi de ces actions. Donc alors ça peut être quoi? Ça peut être des analyses graphiques. C'est essayer d'identifier des actions donc qui ont par exemple ici euh, des tendances sur le long terme. Par exemple ici c'est l'action Kering sur du mensuel. On voit quand même que globalement on évolue dans un corridor, donc parfois sur des valeurs hautes, parfois sur des valeurs basses. On peut considérer ici sur ces 2-3 derniers mois, on est plutôt sur des valeurs basses avec des variations relativement fortes. Donc on peut peut-être profiter de ces variations pour faire des achats-reventes. C'est ce que j'ai fait, notamment sur Kering. Et puis pourquoi pas en garder sur le plus long terme, puisque logiquement l'action devrait repartir en fait. Alors si elle repart pas sur des sommets, mais elle peut repartir par exemple sur 750, 800 euros. C'est pas déconnant en fait sur un horizon 2 ans ou 3 ans. Si on regarde au-dessus les ordres encarnés, alors je pense que c'est intéressant aussi, c'est important lorsqu'on investit de déterminer à l'avance quels sont les points d'entrée, les points de sortie sur une action. J'avais fait une vidéo également sur déterminer les points d'entrée, les points de sortie. Donc ça c'est important, ça permet aussi d'éviter le FOMO et de se dire, bon ben voilà, par exemple l'action Kering, à combien je rentre et à combien je sors. Donc moi typiquement, on va dire à moins de 500 euros dans une zone 450, 500 euros, j'achète. Dans une zone 550-600, je vends ou j'allège. Et si l'action est amenée à sortir de son range
et aller par exemple à moins de 400 €, bon, là on peut vraiment peut-être se dire d'acheter fortement. Alors, graphiquement, c'est peut-être aussi un signal que l'action peut complètement s'effondrer. Bon, là, on peut discuter tout à fait de savoir qu'est-ce qu'on fait lorsqu'une action elle sort en fait de son canal, ce qui n'est pas forcément effectivement un bon signal. Et puis à droite, un exemple de tableau, donc ça je l'ai également expliqué dans une vidéo. Bah là, j'ai par exemple construit un tableau avec la liste de mes actions que je suis, hein, donc ma watchlist, le code de l'action, la valeur de l'action donc à l'instant T, c'est le cours en fait avec Google Finance. Bon, je regarde la variation sur une journée, si l'action monte ou baisse en fait par rapport au jour précédent. Et puis je me suis déterminé une zone d'achat. Je me dis voilà à combien j'achète l'action Nexity. J'ai dit par exemple ici je l'achète à 17 €. Elle code 27 €, elle est à 38% au-dessus de mon objectif d'achat. Donc typiquement c'est pas une action qui m'intéresse pour le moment. Si on regarde par exemple une autre action, ici j'ai fait un jeu de couleurs. Par exemple, si je regarde toutes les actions qui sont en vert, donc je vois par exemple Eutelsat, je me suis donné un objectif de 7, l'action est à 7,19 €, bon, on n'est plus très loin de mon objectif, ça veut dire que si l'action passe en dessous de 7 €, bah, potentiellement je peux être amené à acheter du Eutelsat. Ça peut être la même chose par exemple pour renforcer sur Orange, ou alors sur CBO Territoria par exemple. Et j'ai mis en bleu en fait les actions pour lesquelles le cours est en dessous de mes objectifs. Par exemple, c'est le cas d'ABC Arbitrage, bon j'en possède, je m'étais donné un objectif de 6,80 en termes de points d'entrée, on est à 6,54, donc typiquement c'est une zone d'accumulation par exemple. C'est la même chose pour Bassac, moins 11% par rapport à mon objectif que je m'étais fixé. Alors après, je ne vais pas forcément acheter du Bassac, hein, parce que Bassac, c'est un constructeur de maisons. On sait que le contexte actuel, avec la hausse des taux, bah, ça pénalise, on va dire, les acquéreurs, et donc, par voie de conséquence, ça a pénalisé les constructeurs de maisons, qui peuvent avoir peut-être un peu plus de difficultés à vendre leur programme. Donc, voilà, je ne vais pas forcément rentrer sur Bassac, même à 48,50. Mais au moins, très rapidement, si j'ai une liste de 50 actions, à tout moment, je vois en fait quelles sont les actions susceptibles de m'intéresser en fait en termes d'achat ou de renforcement. Bon, après, j'ai rajouté d'autres colonnes, hein, par exemple le PRU, les variations par rapport au PRU, le rendement sur PRU, les quantités et les montants, etc. Donc là, après, à chacun à se construire ses tableaux de bord comme il le souhaite. En tout cas, l'idée, c'est d'avoir des outils pour détecter des opportunités, détecter des changements de comportement d'une action pour agir très rapidement. Peut-être ne pas attendre qu'une action ait perdu 25% ou 700 € pour se dire ah bah là, j'ai été con, j'aurais dû la vendre plus tôt. Voilà, essayer de réagir le plus rapidement possible. Voilà, donc si on résume, hein, donc on détermine les objectifs. À partir des objectifs, on met en œuvre des stratégies. Donc là, les stratégies que j'ai mis, S1, S2 et S3, sont des stratégies qui me sont complètement personnelles. Vous pouvez avoir tout à fait d'autres stratégies, de dire moi, c'est pas une stratégie long terme, je veux faire plutôt du trading, swing trading sur quelques jours. Pourquoi pas? Chacun ses stratégies. Ensuite, quels moyens et actions je vais mettre en œuvre par rapport à chacune des stratégies. Et surtout, très important, la mise en place des outils de suivi. Bah, est-ce qu'on est dans les clous ou pas? Et si on n'est pas dans les clous, bah, qu'est-ce qu'il faut revoir? Est-ce que sont les moyens ou les actions à reconsidérer? Est-ce que c'est les stratégies globales qui sont pas bonnes? Ou est-ce que mes objectifs sont un peu trop ambitieux, hein? Par exemple, effectivement, moi, à la fin de la première année, donc je vois que je m'étais mis un objectif de 8% de croissance par an. Bon, je vais encore attendre une deuxième, une troisième année, mais peut-être que si je suis toujours en retard et que le retard s'accumule, bah, peut-être que je vais me dire je suis plus sur
une croissance de 8%, mais je vais mettre par exemple 6% ou 7%. Et je vais ajuster en fait mon tableau pour voir, ben là, est-ce que ça colle par rapport à mes contributions, par rapport à mes moyens et actions. Peut-être qu'il va falloir que j'augmente mes contributions, peut-être qu'il va falloir que ben, je fasse que du long terme sur des valeurs de croissance. Voilà, donc après, on peut toujours adapter au fur et à mesure sa stratégie, mais l'idée aussi au niveau des objectifs, stratégie, moyens, action, bah, c'est essayer de se tenir quand même au moins sur une année euh, aux objectifs et aux stratégies qu'on s'est déterminés. Après, peut-être que à la fin de l'année, de dire bon ben on va revoir quelques paramètres de la stratégie, mais bon, si tous les mois vous changez de stratégie pour dire ah bah non, finalement je vais faire plutôt du value, et puis non, je vais faire de la croissance, et puis 100% dividende, et puis non, finalement ce sera 100% croissance ou un mix des deux. Bon, si on change tous les mois de stratégie, bon bah à la fin de l'année, en fait, il n'y a pas de stratégie. Donc c'est en gros, c'est je suis un petit peu le marché et je vois un petit peu où est-ce que j'en serai dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Voilà, donc j'espère avoir été assez clair sur l'explication de ma stratégie. Encore une fois, c'est ma stratégie, elle m'est personnelle. Je ne vous invite pas à recopier ma stratégie, mais tout simplement à vous poser les questions. Qu'est-ce que vous souhaitez faire sur votre PEA et puis comment vous souhaitez mettre en œuvre en fait la réalisation de vos objectifs. Voilà, en tout cas, c'est la vision que j'ai pour l'année 2023, très certainement pour les années à venir. Peut-être que j'adapterai certaines stratégies ou j'en ajouterai, alors, pas dans le courant de l'année, mais en 2024 ou dans les années futures, si j'arrive pas à atteindre mes objectifs. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et puis je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo. Au revoir.